Est-ce que ce désespoir donne le droit aux Congolais vivant au pays de dire à ceux de la diaspora qu'ils n'ont pas le droit de parler de ce sujet? Vous ne savez pas ce que nous vivons, vous êtes loin, vous n'avez pas le droit d'en parler. Est-ce que ce désespoir donne le droit à la DGSP d'agir sans tenir compte de la Constitution, des paramètres de droits humains et de la procédure judiciaire? L'état de droit est un concept qui s'est progressivement défini à travers l'histoire. Ses origines remontent à la Magna Carta de 1215, c'est-à-dire la première grande charte des libertés. Celle-ci représente les premiers balbutiements du concept de l'état de droit, puisqu'elle instaure quelques principes limitant l'arbitraire du pouvoir royal. De plus, soulignons le rôle de la Révolution française dans l'émergence du concept de l'état de droit. Elle a permis de redéfinir les pouvoirs attribués à l'exécutif en établissant une distinction, c'est-à-dire une dissociation, entre le pouvoir lui-même et les individus exerçant ce pouvoir. L'état de droit peut se définir comme un système de normes juridiques constituant des remparts contre l'exercice arbitraire du pouvoir, c'est-à-dire d'éviter toute domination fondée uniquement sur la force. Cela suppose l'existence d'un droit connu afin de créer des lois précises, connues de tous et impersonnelles, auxquelles personne ne peut échapper, sans quoi une sanction sera appliquée. Autrement dit, l'état de droit prévoit que nul ne doit être au-dessus de la loi, y compris et surtout les individus qui travaillent au service de l'État. Il limite ainsi les pouvoirs de l'État face à la population, afin de garantir la souveraineté du peuple et l'égalité entre les individus, et ce, peu importe leur statut ou fonction qu'ils occupent. À la lumière de cette définition, il est possible d'en dégager 4 principes fondamentaux. Premièrement, l'état de droit suppose l'existence de normes juridiques hiérarchisées où chacune des normes se soumet aux normes supérieures qui la valident. De cette façon, il existe au sommet de la pyramide une loi suprême à laquelle chacune des normes inférieures s'y rattache, la Constitution du pays, par exemple la Constitution américaine ou encore la Constitution française. La hiérarchie des normes compte ensuite les engagements internationaux du pays, les lois, les règlements, puis les décisions administratives. Bien sûr, l'ensemble de ces normes doivent être effectives sur le territoire même de l'État. Par exemple, les lois promulguées et appliquées en Allemagne ne sont pas applicables en Espagne et vice-versa. Deuxièmement, tous sont égaux devant la loi. Cela signifie que chaque individu, tout comme le gouvernement et ses mandataires, sont soumis à la loi. Par exemple, le chef de l'État britannique est tout autant assujetti aux lois qu'une policière ou une enseignante. Ce principe inclut la possibilité pour tous de contester une norme juridique lorsque celle-ci n'est pas jugée conforme. Troisièmement, le droit est prévisible et connu de tous. Cela permet d'assurer la stabilité des normes applicables et d'assurer des droits et libertés fondamentales à tout un chacun. Ainsi, l'ensemble des normes juridiques doivent être claires et rendues publiques, c'est-à-dire qu'elles doivent être accessibles à la population. Quatrièmement, l'état de droit exige l'indépendance judiciaire. Cela implique le droit d'accès à un système de justice indépendant et impartial, une représentation efficace et juste devant les tribunaux, mais aussi une application identique du droit pour tout administré. D'une part, cela exige une séparation des pouvoirs entre les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. D'autre part, cela signifie que toute transgression de la loi entraîne des sanctions égales pour tout individu. Par conséquent, cela suppose que tous sont traités selon les principes de l'égalité et d'égalité. Et là, nous parlons aussi du code pénal. Voici les questions que nous devons nous poser et nous allons développer ça dans les prismes qui suivent. Deuxième prisme, attention à la dictature interpopulum, la dictature intercitoyenne. Ça, c'est un terme que j'ai créé parce que je l'ai trouvé nulle part. Parce que j'étais en train de réfléchir sur la tension actuelle qu'il y avait entre la diaspora et ceux qui sont au pays. J'ai vu ceux qui sont au pays dire à la diaspora, vous n'avez pas le droit de parler de ce sujet, parce que vous êtes loin, vous ne vivez pas cette réalité, vous n'avez pas le droit de donner votre avis à ce sujet. Et cette manière d'agir est ce que j'appelle de la dictature interpopulum. Donc une dictature intercitoyenne. Donc là, il s'agit d'une dictature qu'impose une frange de la population envers une autre partie de la population. Et cela est contre
la constitution congolaise. Vivre la situation au pays ne donne pas le pouvoir à ceux qui vivent au pays de bâillonner la voix de la diaspora. Cela est contre la Constitution et devient une forme de dictature, ce que j'appelle la dictature interpopulum ou la dictature intercitoyenne. Nous sommes les premiers à parler de la liberté d'expression, de parler contre la dictature qui se passe au pays, les actes d'abus de pouvoir qui sont pratiqués par les gouvernants, mais entre nous, peuples, nous devons être exemplaires. L'article 25 de la Constitution dit ceci. Tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, l'écrit, l'image ou par tout autre moyen de communication. La liberté de l'information et de la communication est garantie pour tous. Pas pour ceux qui sont au pays, mais pour tout citoyen, tout Congolais, qu'il soit au pays ou à l'étranger. Elle s'exerce dans le respect de la loi. Alors, chers compatriotes, et là, j'aimerais répondre à ceux-là, à certains de nos frères qui sont au pays, qui se sont permis d'utiliser leur droit de souffrance pour dire à ceux de la diaspora que vous n'êtes pas exposés à cette réalité, alors vous n'avez pas le droit d'en parler. Mesdames et messieurs, cette manière de penser est anticonstitutionnelle. Cela frôle la dictature et comme je le dis, il s'agit là d'une dictature interpopulum, une dictature intercitoyenne. Et nous disons non à ce type d'attitude. Si la diaspora n'a le droit de parler de la situation des bébés noirs, tout simplement parce qu'ils ne vivent pas la chose, alors les docteurs n'ont pas le droit de soigner les malades car ils ne sont pas malades. Je répète, si la diaspora n'a pas le droit de parler de la situation de bébés noirs, donner son avis, proposer des solutions, tout simplement parce qu'elle est loin du pays, alors les docteurs n'ont pas le droit de soigner les malades car ils ne sont pas malades eux-mêmes. Alors vous voyez la contradiction dans votre manière de raisonner. Alors vous allez donc commencer par chasser tous les docteurs des hôpitaux et ou poser une condition pour dire non, pour soigner une personne qui souffre du paludisme, le docteur doit lui-même être atteint du paludisme. Vous voyez que cette manière de raisonner n'est pas logique et elle n'est pas intellectuelle. Si la diaspora n'a pas le droit de parler de la situation des bébés noirs, tout parce qu'elle est loin et ne comprend pas la souffrance de ceux qui sont au pays, alors pourquoi ceux qui sont au pays acceptent les aides sociales, l'assistance financière pour les études, la popote, les loyers venant de la diaspora? Selon des données de la Banque mondiale, les transferts de fonds de la diaspora vers l'Afrique en 2023 ont atteint 54 milliards de dollars, une augmentation de 6,1% par rapport à 2022. Cette performance, la Banque africaine de développement l'attribue à la mise en place par au moins 32 pays africains de services et de politiques chargés de susciter l'intérêt de la diaspora. C'est le cas de l'Éthiopie et du Rwanda qui mènent des campagnes ciblant leurs expatriés pour les inciter à investir dans des projets de développement dans leur pays d'origine. Ceci à travers l'instauration de la double nationalité pour leurs ressortissants et l'accompagnement des réseaux de la diaspora dans le monde. Ceci afin de garantir une meilleure contribution de la diaspora au développement du continent. Tous les chiffres montrent à quel point la diaspora est importante dans la mobilisation des financements. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où nos économies sont fortement dépendantes de la mobilisation extérieure que nous ne maîtrisons pas. Chaque dollar, chaque euro que nous recevons dans le cadre du partenariat, il me semble, constitue comme un maillon d'une chaîne qui nous lie en termes de décision. Bien que leur volume dépasse celui des investissements directs étrangers estimés à 22 milliards de dollars en 2022, les envois de fonds de la diaspora africaine ne contribuent que marginalement au financement du développement et à la création de richesses sur le continent. À cet effet, il est impératif que les gouvernements africains et les institutions financières travaillent de concert pour surmonter les défis persistants et garantir que ces fonds contribuent de manière optimale au bien-être des populations africaines. C'est un peu tout le paradoxe qui se pose à nos pays aujourd'hui. Parce que les chiffres que vous avez donnés, pour le Mali en particulier, ces chiffres dépassent de loin
ce qui est appelé aide publique au développement, entre guillemets, je n'aime pas le mot aide publique au développement à nos pays, mais pourtant, on appelle ceci bailleurs de fonds. Mais on n'appelle pas la diaspora bailleur de fonds. Pourtant, elle déploie des ressources qui vont au-delà du soutien que nous recevons de ces partenaires-là. Donc aujourd'hui, le regard nouveau que nous devons avoir, c'est d'abord valoriser et respecter cette diaspora qui fait ce type d'investissements, qui sont des investissements significatifs. L'apport de la diaspora et des afrodescendants ne se limite pas qu'au transfert des fonds. Le phénomène de fuite de cerveau associé à leur départ pourrait, selon les experts, profiter au continent, en ceci qu'il constitue un pôle de qualification pour la main-d'œuvre. Pour certains pays africains comme l'Angola, le Cameroun, le Ghana et le Sénégal, le taux de diaspora qualifié dans les pays développés selon l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE dépassait les 20% en 2010. Ils ne se sentent pas non plus très bien dans les pays d'accueil. Quelque part, ils disent, mais nous sommes originaires d'un continent, et quand ils voient que ce continent est discriminé, ils ont envie de venir au secours de ce continent et d'apporter leurs compétences. Ils sont très compétents, et aujourd'hui, leurs moyens financiers pour pouvoir permettre le développement du continent. C'est dans l'optique de dresser un cadre normatif pour piloter les échanges entre la diaspora et l'Afrique que l'Union africaine organise à Lomé du 22 au 25 octobre 2024 le 9e congrès africain. L'événement réunira les Africains du continent, de la diaspora et les afrodescendants autour du thème « Renouveau du panafricanisme et le rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales, mobiliser les ressources et se réinventer pour agir ». La diaspora, chaque année, envoie du matériel médical au pays face au manquement lié à l'incompétence du gouvernement. La diaspora envoie des béquilles. Il y a cela quelques années, à travers une association, nous avons envoyé des béquilles, des chaises pour des handicapés. Et ceux qui sont au pays ont applaudi. Ils ont aimé cet acte. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit, Jérôme Luemba, association XY, n'envoyez pas de l'aide, n'envoyez pas des équipements médicaux, n'envoyez pas de l'argent pour payer les études de vos frères, n'envoyez pas de l'argent pour payer les soins médicaux de vos frères, parce que vous êtes loin, vous ne comprenez pas notre souffrance. Alors pourquoi ce double langage? Pourquoi cette manière sélective de traiter vos frères de la diaspora? Voilà pourquoi nous vous invitons et vous rappelons sur l'importance de l'unité et de la compréhension mutuelle. Ne tombez pas dans le piège de la division, chers frères et sœurs. Doit-on rappeler que la lutte et la fin de la colonisation au Congo a été orchestrée par des Congolais de la diaspora? Lorsque nous parlons de l'association amicale qui a joué un grand rôle dans la lutte contre la colonisation, mais l'association amicale est une association qui a été créée au sein de la diaspora en France, par la diaspora. Et cette association a joué un grand rôle pour mettre fin, pour combattre la colonisation. Mais pourtant, ni ceux qui étaient au pays n'ont pas eu à mettre en place de telles initiatives. Ils étaient au pays, ils subissaient la colonisation de manière directe. Pourquoi n'ont-ils pas initié ces actions? Pourquoi la lutte aiguë contre la colonisation est venue de la diaspora? André Matsoua, qui est un acteur clé de la lutte contre la colonisation, était un membre de la diaspora. Nos frères, nos parents, nos ancêtres, à l'époque, s'ils avaient commis la même bêtise de dire à la diaspora que non, vous n'avez pas le droit de parler de notre misère, de la colonisation, parce que vous êtes en Europe, c'est nous qui subissons cette colonisation sur place. S'ils avaient parlé ainsi, je pense qu'on allait toujours être sous une colonisation directe. Vous voyez là des faits historiques que je vous présente pour vous montrer l'importance de la collaboration entre ceux qui sont au pays et ceux qui sont au sein de la diaspora. Cette collaboration est importante. La diaspora joue un rôle clé, même lorsqu'on parle de l'origine du panafricanisme. Les fondateurs de ce concept ne vivaient pas sur le continent. Il s'agit là des personnes qui étaient dans la diaspora. Il s'agit là des panafricains, des afrodescendants, qui ont initié l'importance du panafricanisme. Que tous les Africains aujourd'hui
utilisent et sont fiers de dire que nous devons être des panafricains, nous devons promouvoir l'unité internationale. Mais cette initiative n'est pas venue des personnes qui vivaient sur le continent. Cette initiative est venue de la diaspora, des afrodescendants. C'est pour ça qu'il est important de rappeler ces éléments, chers compatriotes, afin que nous ne puissions pas juste vivre dans l'émotion. Il faut développer ce qu'on appelle l'émotion, l'intelligence émotionnelle. Parce qu'il y a l'émotion basse et l'émotion haute. L'émotion basse, c'est ce qu'on appelle l'idiotie émotionnelle. Et l'émotion haute, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Parce que l'émotion en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Mais le problème, c'est lorsque vous opérez dans les basses émotions. Chers compatriotes, la France sous occupation nazie a été libérée par un Français de la diaspora, le général de Gaulle, qui avait déclaré Brazzaville la capitale de la France libre. Il n'a pas lutté pour la libération de la France sur le terrain. Le général de Gaulle a commencé à faire des discours, à encourager ses compatriotes en France qui étaient sous l'occupation nazie. Il a commencé à parler, donner des directives à partir de Brazzaville. Mais vous n'avez pas vu les Français dire que tu es un lâche, tu parles de l'étranger, tu n'as pas le droit de parler de notre souffrance, parce que c'est nous qui vivons la souffrance et l'oppression d'Hitler. Vous voyez? Et je vous informe que lorsque la France était sous occupation, il y avait certains Français qui avaient trahi la patrie, qui étaient sur place, c'était des locaux, mais qui avaient accepté de pactiser avec le régime nazi. Mais pourtant, ils étaient sur place au pays. Donc, être au pays n'est pas une preuve de mieux connaître ou aimer son pays que ceux de la diaspora. Alors, chers compatriotes, mettons, comme on dit de manière vulgaire chez nous, bas la terre. Ne tombons pas dans le piège de la division. Nous avons tous un même objectif, bâtir un Congo meilleur pour tous.